Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Donc, bienvenue à toutes pour ce nouvel épisode où aujourd'hui, on va continuer d'approfondir le SOPK à travers les yeux d'une femme qui a été diagnostiquée SOPK, mais qui est également naturopathe. Donc, je vous laisse avec Elisa. Elisa, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, merci. Parfait. Elisa, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors, je suis naturopathe depuis 4 ans. J'en suis venue à la naturopathie de par mon chemin personnel qui m'a amenée à faire effectivement une formation de naturopathe, donc qui est tout à fait classique, dans laquelle on ne voit pas trop les troubles hormonaux, ou du moins on les survole. Et du coup, c'est ce qui m'a amenée derrière à me spécialiser dans le syndrome des ovaires polykystiques en faisant une formation supplémentaire et qui m'amène aujourd'hui, du coup, finalement, à suivre uniquement, on va dire, en quasi-totalité, des femmes qui sont touchées par le syndrome des ovaires polykystiques. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est exactement le SOPK, les principaux symptômes? Je sais qu'il y en a beaucoup et tout dépend du corps des femmes, etc. Mais on va dire, voilà, les principaux symptômes et comment ça peut impacter la vie des femmes. Alors, le SOPK, déjà, c'est la réduction du syndrome des ovaires polykystiques, qui est une… Alors, on ne peut pas parler de maladie aujourd'hui, il n'y a pas le mot de maladie qui est posé. Par contre, c'est un syndrome, donc c'est un ensemble de symptômes. Et les chercheurs américains, qui sont quand même ceux qui sont le plus actifs sur la recherche aujourd'hui, nous disent que le SOPK, c'est plutôt une maladie du 21e siècle. Une maladie, un syndrome, donc, pour faire juste, du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est un ensemble de symptômes qui vont toucher à la chaîne endocrinienne de la femme, surtout en âge de procréer, même si ça continue après la ménopause. Mais on voit les premiers symptômes dès les premières règles en général. Et les symptômes qui reviennent le plus souvent, c'est une irrégularité dans les règles, avec parfois des accompagnements d'adénomiose ou d'endométriose, parfois, ça peut arriver et de plus en plus. On a souvent de l'hyperpilosité, pour certaines de l'acné, et dans la majorité des cas, on a de l'insulinorésistance. Mais c'est pas la totalité, puisqu'on peut avoir des femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques et qui ne sont pas du tout insulinorésistantes et qui n'ont pas de souci de poids. Mais en gros, ça touche vraiment les paliers de la chaîne endocrinienne. Il y a toujours un palier qui prédomine dans cette chaîne endocrinienne au niveau du dérèglement, et c'est ce qui va entraîner ces symptômes qui peuvent être plus ou moins communs en fait à chacune d'entre nous. Ok, d'accord, très bien. Et donc tu disais comme quoi que voilà, les États-Unis étaient beaucoup plus lancés sur la recherche que par exemple en France. Est-ce que tu sais si les dernières avancées dans la recherche du SOPK, on peut trouver des découvertes d'un peu des traitements un peu prometteurs ou innovateurs ou pas encore? Oui, si, en 2018, il y a eu quand même des traitements qui ont été en phase d'expérimentation durant plusieurs mois. C'est sorti en mai 2018, ces informations-là. C'est pas hyper concluant encore aujourd'hui, mais il y a quand même des recherches. En France aussi, on arrive à avoir le relais d'informations. Alors, ça vient toujours d'Amérique, mais en tout cas, oui, il y a des traitements qui sont… En tout cas, pour les symptômes, pour réduire les symptômes et qui seraient autres que la pilule. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'accompagnement, pour réduire les symptômes, on n'a que la pilule. Aujourd'hui, de manière allopathique. Voilà. Après, de manière naturopathique ou du moins naturelle, entre guillemets, on a effectivement l'accompagnement de tous les symptômes en trouvant le point de la chaîne endocrinienne qui est déréglé ou qui est majoré, entre guillemets, dans le dérèglement. On arrive par le biais de petites choses, que ce soit effectivement de l'accompagnement dans la nutrition ou dans la vie quotidienne, à réduire ces symptômes-là. Maintenant, un traitement qui réglerait complètement le SOPK, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les chercheurs américains nous disent clairement qu'ils n'ont pas mis le doigt sur un gène, ils n'ont pas mis le doigt sur quelque chose qui pourrait permettre de vraiment régler ce problème-là, mis à part que
c'est une conséquence de notre mode de vie, en fait. Donc, mis à part bouger notre mode de vie, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de choses qui seraient réellement efficaces pour éradiquer ça. Oui, ok, d'accord, je vois. Et du coup, donc tu disais que c'était par rapport à la chaîne endocrinienne. Et toi, du coup, en tant que naturopathe, est-ce que par rapport aux différents accompagnements que tu as pu faire avec les femmes, est-ce que tu peux voir un lien avec, par exemple, notre consommation, autant nourriture, mais aussi dans notre consommation quotidienne, par exemple les gels douche, je pense aux gels douche où il peut y avoir des perturbateurs endocriniens, etc. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir un lien et potentiellement faire aussi attention aux produits cosmétiques qu'on peut utiliser au quotidien? Alors oui, il y a un lien, c'est sûr, parce qu'on est entouré de perturbateurs endocriniens et de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les consultations, ça c'est certain. Tout ce qui est effectivement les gels douche, les produits dotés, tout ce qu'on met sur notre peau en fait. Mais il y en a aussi dans les canapés, dans nos tissus, dans tout ce qu'on achète en fait. Au final, on a des perturbateurs endocriniens partout. Maintenant, c'est pas la majorité. Je dirais que ce qui est le plus impactant et ce qui revient le plus souvent, en tout cas sur les symptômes et sur les diagnostics des SOPK aujourd'hui, c'est vraiment le mode de vie. On se rend compte que les gens sont beaucoup plus sédentaires, sont beaucoup moins à l'extérieur. Alors, sans se dire qu'il faut être dehors tout le temps, en fait, au final, on se rend compte qu'on n'a pas du tout un mode de vie, un rythme de vie qui est en adéquation avec le fonctionnement de nos hormones. Autrefois, je ne dis pas qu'il faut retourner à autrefois, mais autrefois, on avait quand même un mode de vie qui était beaucoup plus cohérent avec le fonctionnement de nos hormones. Les femmes, elles étaient beaucoup plus à l'extérieur et elles suivaient plus ou moins le rythme de la journée. Et les hormones suivaient avec ce rythme de journée, en fait. Et aujourd'hui, nos hormones, elles sont complètement perturbées parce qu'il n'y a plus ce rythme-là, qu'on se lève, alors si je prends l'exemple de maintenant, en plus la luminosité baisse, on se lève, on va dans les transports, on a la plupart des métiers sédentaires où on est à l'intérieur, donc sous la lumière artificielle, on rentre le soir, idem, donc forcément en fait nos hormones elles sont perturbées. Donc la corrélation avec ce mode de vie est beaucoup plus forte aujourd'hui que les perturbateurs endocriniens. Ils sont pas, disons qu'ils sont pas majoritaires dans la cause du SOPK. C'est un petit cocktail de tout, de l'alimentation, effectivement, couplé à ce mode de vie et couplé, effectivement, aux perturbateurs endocriniens. C'est pour ça qu'on arrive à diminuer les symptômes en touchant un petit peu à tout, mais en majorant quand même un des 3 paliers suivant le point de la chaîne endocrinienne qui est touché chez la personne. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une seule méthode qui peut faire pour tous les SOPK. C'est vraiment particulier en fonction de ce qu'on voit dans la prise de sang et des symptômes. D'accord, ok. Et justement, je vais rebondir sur ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment le SOPK peut être diagnostiqué et s'il y a justement des obstacles courants à ces diagnostics? Par exemple, je peux penser à une jeune fille qui vient d'avoir ses règles et qui sont très douloureuses et on lui dit c'est normal, alors que avoir des règles douloureuses, ça peut être normal, mais dans certains cas, il faut aussi savoir se diriger vers des spécialistes pour voir si c'est réellement normal. Tout à fait. Alors déjà, quand il y a les premiers symptômes, en général, déjà, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on dit que c'est une femme sur 7, le SOPK. C'est plus ou moins vrai, puisqu'il y a une grosse différence entre SOPK et OPK. Enfin, une grosse différence. Disons que d'après les chercheurs américains, le SOPK, c'est plus ou moins de naissance. Hein. On le développe, en tout cas, cette sensibilité dans le ventre de la maman. Tandis que les OPK, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est-à-dire que ça peut arriver suite à un choc psychologique, suite à une prise de pilule prolongée, bref. En tout cas, c'est plus ou moins plus facilement réversible que le SOPK. Et du coup, aujourd'hui, dès qu'on voit des follicules à l'échographie, on a tendance à mettre SOPK. Sauf qu'en fait, une simple échographie ne suffit pas au diagnostic. Il faut aussi corréler ça aux symptômes et à la prise de sang qui va scanner, entre guillemets, si je puis dire, toute la chaîne endocrinienne. Donc, en fait, dès les premiers symptômes de la jeune fille, il faut essayer de se rediriger vers un endocrinologue, tout simplement, parce que c'est vraiment le médecin des hormones. La gynécologue fait la partie physique, j'ai envie de dire, et peut écouter ces symptômes-là. En tout cas, la personne qui va pouvoir demander les analyses sanguines qui sont vraiment parlantes, c'est l'endocrinologue, c'est le médecin des hormones. D'accord, ok. Et toi, en tant qu'experte, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes qui viennent justement de recevoir un diagnostic de SOPK? Comment elles peuvent prendre en charge leur santé et mieux vivre avec ce syndrome? Alors, la première chose, c'est de ne pas paniquer parce qu'il y a beaucoup de choses autour du SOPK. On nous dit qu'on est infertile, on nous dit que ça augmente le risque cardiovasculaire, d'un tas de pathologies. C'est vrai, mais déjà, on n'est pas infertile. Loin de là, on a
une mauvaise qualité ovulatoire, mais pour la plupart, on a une AMH qui est la réserve ovarienne qui est très élevée. Donc, on n'est pas infertile, on a juste de la quantité, mais pas de la qualité, si je puis dire, au niveau des ovules. Donc, ça, c'est la première chose, parce qu'il y a un discours qui est très dramatique autour de la possibilité d'avoir un enfant, et c'est pas du tout… Oui, c'est plus difficile parce qu'on fait pas de la qualité, mais voilà, il faut dédramatiser la chose. La deuxième chose, c'est de bien s'entourer au niveau du corps médical, donc d'avoir un endocrinologue, quoi qu'il arrive. Parce que même quand on est diagnostiqué et qu'on arrive à réduire ses symptômes, il faut un bilan sanguin par an pour vérifier l'évolution, tout simplement, en fait, être sûr que tout aille bien. Et puis ensuite, se poser la question de qu'est-ce que je veux tout de suite. Est-ce que moi, je veux que ça soit simple et rapide, et dans ces cas-là, je suis OK avec la prise de pilule et ça va masquer mes problèmes, mais je vais mieux vivre parce que mes symptômes seront réduits, ou est-ce que je veux aller voir en profondeur parce que je veux pas de pilule, et dans ces cas-là, c'est un travail qui est un peu plus long, c'est sûr, mais du coup, on va vers la solution naturelle. En tout cas, il y a 2 solutions aujourd'hui en France, et il faut se poser la question de ce qu'on souhaite, et c'est OK de vouloir l'un ou l'autre parce que ça peut évoluer. On peut vouloir, par exemple, la pilule aujourd'hui et dans 10 ans se dire non, aujourd'hui, je veux plus ça. Voilà. Faut juste être bien s'informer auprès des professionnels de santé, tout simplement, les endocrinologues, les pratiques alternatives comme la naturo ou autre, et de façon à savoir les conséquences des 2 côtés, et effectivement faire son choix justement en connaissance de cause. Ok. Et qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que naturopathe et potentiellement en tant que consommatrice, des complémentaires, des… Compléments alimentaires ? Merci. J'allais combiner les 2 mots, ça allait faire complémentaire. Les compléments alimentaires, mais ciblés par rapport aux symptômes du SOPK. Est-ce que tu penses que c'est quand même une technique qui peut être efficace chez certaines femmes et qui peut soulager ? Alors, oui. Alors, globalement, je ne suis pas fan des compléments alimentaires, déjà globalement. Je vais m'expliquer pourquoi, mais en tout cas, pour le SOPK, oui, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. On a certaines marques qui ont développé des choses qui sont quand même correctes, qui ont été développées avec des professionnels de santé, donc c'est plutôt sûr. Ce qu'on trouve dedans, globalement, c'est de la micronutrition, c'est des choses qui, en tout cas, peuvent agir soit sur l'insulinorésistance si elle est là, soit sur la qualité ovulatoire, donc c'est plutôt bien. Par contre, il ne faut pas se reposer sur ça. En gros, il ne faut pas se dire, je ne veux pas la pilule, mais il y aura un complément alimentaire qui va remplacer la pilule et qui va m'aider à vie. Non, en gros, il faut aller chercher plus loin, il faut aller chercher vraiment le cœur du dérèglement. Donc, ça demande un travail approfondi sur le scan, comme je le dis, entre guillemets, de notre chaîne endocrinienne. Et une fois qu'on a trouvé ça, oui, les compléments alimentaires peuvent être un soutien, mais il faut garder à l'esprit qu'on ne va pas pouvoir être sous complément alimentaire toute sa vie. Aujourd'hui, les compléments alimentaires, c'est devenu… banalisé, j'ai envie de dire que tout le monde prend des compléments alimentaires et un peu tout et n'importe quoi. Et finalement, il faut se reposer la question de base de comment on vit et qu'est-ce qui impacte et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut tous des compléments alimentaires. OK, l'alimentation est moins qualitative qu'avant, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, on peut trouver bien d'autres choses, que j'appelle moi les super aliments, qu'on peut rajouter dans l'alimentation et qui font tout aussi du bien et qui peuvent éviter de prendre tout un tas de gélules aussi, qui ne sont pas forcément bons parce que ça fait travailler le foie et ainsi de suite. Donc oui, pour répondre à la question, globalement, c'est OK, il y a des bons compléments alimentaires qui peuvent être nécessaires durant un temps. Moi, je le recommande souvent au cas par cas, mais ça peut être nécessaire un temps. Par contre, il ne faut pas se dire, je vais le remplacer parce que c'est une méthode naturelle et que je ne veux pas la pilule. C'est pas ça va pas régler le problème. Ce n'est pas une pilule magique, quoi. Je vois. Et quand on t'entend parler, tu as vraiment cette prestance d'une personne médicale. Tu as toujours été naturopathe ou avant tu étais… Non, j'ai toujours été naturopathe. Par contre, c'est vrai que je fais en sorte de m'entourer du personnel médical parce que je veux pas tomber dans le cliché de la naturopathe qui est vraiment à fond naturopathie, déjà parce que c'est pas mon état d'esprit et parce que je suis persuadée que les 2 pratiques peuvent fonctionner ensemble et que c'est comme ça qu'on a justement des résultats. Donc, j'ai pas mal de médecins généralistes avec qui je collabore et qui sont ouverts sur la chose et ça permet effectivement d'échanger et de partager nos points de vue et surtout d'évoluer par rapport au syndrome des ovaires polykystiques. Et ça les intéresse aussi parce que finalement, je me suis retrouvée avec des médecins souvent qui m'ont dit, nous, dans notre cursus de médecine générale, en fait, on a 3-4 lignes sur le SOPK et on n'en connaît pas plus. Si derrière, on ne va pas faire l'effort de
voilà, parce qu'on a envie de s'y intéresser ou pas. Après, ils peuvent pas forcément se spécialiser, c'est logique. Médecine générale, ça porte son nom. Mais c'est intéressant d'avoir les deux pratiques. Donc, non, j'ai toujours travaillé en tant que naturopathe pure et dure. Avant, j'étais dans le paramédical, par contre, en tant que salarié, donc ça peut peut-être jouer. Mais en tout cas, non, oui, j'ai cet état d'esprit à vouloir justement faire en symbiose avec le corps médical. Je pense que c'est important. Ok. Et est-ce que tu serais d'accord pour nous parler un peu de ton parcours, toi, justement, avec le SOPK? Est-ce que tu serais ok de partager? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai été diagnostiquée du SOPK assez tard, parce que en fait, j'ai été dans une errance médicale. Je suis tombée dans une anorexie mentale à l'âge de 10 ans à peu près, suite à une intoxication alimentaire. Donc, je me faisais pas vomir. C'était vraiment une peur de la nutrition. Et il s'en est suivi plusieurs années, pile dans l'adolescence, finalement, où là, j'ai senti qu'il y avait des changements, donc des grosses douleurs, tout le temps pas bien. Forcément, je mangeais plus puisque j'avais peur, mais en plus de ça, je sentais qu'il y avait des perturbations et des choses qui étaient compliquées. Donc, j'avais des pertes de cheveux importantes que je n'ai pas tout à fait récupérées. Quand j'attache mes cheveux, on voit bien des trous un peu partout. Enfin, un peu partout. C'est un peu dégarni au-dessus des oreilles et ça vient effectivement de mes années au début dans l'adolescence. J'ai jamais été confrontée à l'acné, mais j'avais un peu d'hyperpilosité qui commençait. J'avais tous ces symptômes de poids qui pouvaient, sans être en surpoids, mais au niveau de ce qu'on appelle la barrière intestinale. J'ai eu mes règles très tardivement. Je crois que mes ménages sont arrivés à 15 ou 16 ans. Extrêmement tard, et les médecins me disaient c'est dans ta tête parce que tu es trop stressée depuis que j'avais vomi cette fameuse paella, cette intoxication alimentaire à 10 ans. Donc j'étais dans une errance médicale jusqu'au jour où à mes 20 et quelques années, je ne sais plus exactement quel âge, vraiment j'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit c'est pas possible, c'est pas dans ma tête. On m'a fait une échographie, on a découvert que j'avais une tumeur ovarienne à ce moment-là de 6 cm. Et en même temps le syndrome des ovaires polykystiques. Donc finalement c'était pas tant dans ma tête que ça. Voilà. Donc, ça en est suivi une opération plus ou moins d'urgence où on a vu que c'était une tumeur borderline. Donc, c'est ce qu'on appelle des faux cancers. En gros, c'est entre deux. Voilà. C'est pas cancéreux, mais c'est pas non plus anodin. Et à la suite de ça, du coup, tout s'est enchaîné. C'est là où j'ai enchaîné sur ma formation de naturopathie, même si j'étais déjà j'ai grandi à la campagne. Voilà, j'étais proche de la nature quand même, mais j'avais cette fibre-là, mais ça s'est développé vraiment à ce moment-là. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, après, de me spécialiser dans le syndrome des ovaires polykystiques, de faire des recherches, de communiquer avec les recherches aussi qu'on a aux États-Unis, et aujourd'hui, d'en arriver jusqu'ici. Ok, merci déjà et pour nous avoir parlé de ton parcours. Et comment ça a pu impacter ta vie quotidienne d'avoir été diagnostiquée SOPK? Alors, diagnostiquée, j'ai envie de dire que ça m'a soulagée. Okay. Ça ne m'a pas impacté sur le coup. Ce qui m'a impacté, c'est l'avant, finalement, parce que j'avais des symptômes que j'avais. En fait, si tu veux, dès l'instant où j'ai été diagnostiquée, plus ou moins, je le savais déjà. Puisque j'avais fait mes recherches, puisque les médecins me disaient que c'était dans la tête et que c'était moi et que j'étais folle et trop stressée. J'avais fait mes recherches et je me disais, ça colle quand même un petit peu avec ce qu'on trouve sur Internet. Donc, de mettre des mots réellement et d'avoir des imageries aussi, ça m'a plus ou moins soulagée. C'est plutôt avant que ça m'a impacté parce que j'avais tout un tas de symptômes que je ne comprenais pas, on ne m'écoutait pas et ça a impacté mes relations sociales puisque j'avais des humeurs qui étaient complètement changeantes, mais alors vraiment versatiles, mais incroyablement dans l'excès, quoi. Et du coup, ça a impacté forcément mes relations amicales qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je pouvais autant changer d'humeur, et même moi, je ne le contrôlais pas et je m'en voulais derrière, mais en fait, c'est quelque chose, on est possédé par ces hormones-là. C'est terrible. Et donc, c'est plutôt le côté social que ça a impacté, effectivement. Il y a aussi le côté social dans le sens où ça joue aussi sur l'intestin. Donc, j'avais de gros troubles intestinaux au point de ne plus pouvoir manger grand-chose à une période. On m'avait supprimé le gluten, tout le lactose, tout un tas de trucs. Je ne pouvais plus rien manger. Donc, à la vingtaine, sortir avec ses amis et pas pouvoir boire un verre de bière, pas pouvoir manger de tapas ou autre, c'est compliqué. Donc, ça a impacté mes relations sociales énormément, jusqu'à être naturopathe, puisque c'est là où j'ai revu tout ça. Et du coup, mes humeurs sont beaucoup, beaucoup mieux. Tout est mieux contrôlé, mais jusque-là, c'est surtout les relations sociales que ça avait affecté. Et le diagnostic a été un soulagement, parce que c'est ouf, on va m'écouter. Oui, je vois. Oui, et puis c'est sûr que c'est pas agréable de s'entendre dire en fait, c'est dans votre tête, vous êtes folle. Je pense que beaucoup de femmes passent par là et souvent, on sait en fait qu'il y a quelque chose qui se passe et
faites comme Elisa et tapez du poing sur la table. Il faut Ne s'écouter. laissez pas faire. Ah oui, il faut s'écouter, on n'est pas folle en fait. Et après, effectivement, il y a de l'anxiété qui arrive, mais quand on ne nous écoute pas, mais c'est logique. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On s'écoute pas, donc on nous écoute pas, donc forcément, il y a de l'anxiété. L'anxiété va accentuer les symptômes, peut en développer d'autres qui ne sont pas dus à ça, mais qui sont simplement dus à de l'anxiété supérieure. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, il faut s'écouter, réellement. Exactement. Écoutez-vous, mesdames, vous le savez. Quels sont les impacts à long terme du SOPK sur la santé globale des femmes? Ouais. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour atténuer justement ces impacts long terme? Alors, déjà, les symptômes sur le long terme, enfin, les impacts qu'il peut y avoir sur le long terme, c'est effectivement tout ce qu'on dit et tout ce qu'on lit aujourd'hui sur Internet. Ça peut être des troubles cardiovasculaires, ça peut être du diabète. Voilà, c'est tout ce qui, toutes les pathologies en fait inflammatoires et diverses et auto-immunes et tout ce qui s'ensuit. Tout simplement si on ne minimise pas le dérèglement, puisqu'effectivement, c'est un corps qui travaille toujours avec de l'inflammation et donc du coup, au bout d'un moment, forcément, ça crée d'autres choses. On peut les réduire en vraiment s'acharnant, vraiment, j'insiste, sur comprendre ce qui est déréglé dans son corps, c'est-à-dire cette chaîne endocrinienne qui a des paliers principaux quand même qui sont importants à connaître. On a l'hypophyse et l'hypothalamus, la glande thyroïdienne, le pancréas, les glandes surrénales qui sont les deux petits grains de riz au-dessus des reins, et puis les ovaires. Et donc, par le biais de cette analyse sanguine et en corrélant ça à nos symptômes, on arrive à comprendre ce qui est majoré. Par exemple, une personne qui a de l'insulinorésistance, ça va être soit le pancréas directement, soit ça va être secondaire à cause des glandes surrénales et d'un stress. Alors, je mets des gros guillemets parce que ce n'est pas un stress voulu, ça peut être chronique par d'autres biais. Mais voilà, c'est des paliers qui peuvent être majorés. Dans ces cas-là, en s'attaquant à ces paliers-là, on va venir réguler les symptômes. En fait, on ne vient pas s'attaquer aux symptômes directement, dire j'ai de la pilosité, allez, je vais faire quelque chose pour la pilosité. Non, on vient s'attaquer au cœur du problème, ce qui va forcément réduire les conséquences qui sont la pilosité, des fois l'acné, la perte de cheveux et ainsi de suite. Et du coup, qui vont réduire forcément les risques derrière. Ces risques-là, en fait, c'est vraiment les conséquences d'un dérèglement hormonal qui ne serait pas pris en charge. Voilà, donc c'est des risques classiques de toute femme déjà, en fait, puisqu'on n'est plus sujette à ça, même avec sans dérèglement hormonal, puisque nos hormones, en fait, nous mettent à rude épreuve toute notre vie. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut. Et surtout, il faut travailler ça parce qu'on a tendance à croire qu'à la ménopause, on est débarrassé du SOPK, mais ce n'est pas le cas. On a des femmes qui sont diagnostiquées, en fait, après la ménopause aussi, on en a vu. Donc, on n'est pas débarrassé et c'est d'autant plus important, en fait, de passer cette ménopause le plus sereinement possible parce que c'est un chamboulement hormonal qui peut faire bouger d'autres choses derrière. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire justement à toutes ces femmes qui peuvent nous écouter aujourd'hui, qui sont au début de leur diagnostic ou qui sont diagnostiquées depuis un moment, ou encore les internautes qui nous écoutent et qui ont une femme dans leur entourage, qui ont le SOPK et qui ne peuvent pas forcément les comprendre. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur passer aujourd'hui comme message pour les aider justement à être le plus... Alors, je dirais le mieux dans leur vie quotidienne et dans leur peau, puisque je sais qu'on ne sera jamais au top 100%, puisque parfois ça peut être compliqué, mais au moins qu'elles puissent se sentir mieux dans leur vie. Alors déjà, je ne vais pas dire accepter parce que c'est propre à chacun et c'est difficile, mais en tout cas de prendre du recul et de se dire qu'il y a toujours plus grave. Même si, je suis d'accord, c'est impactant. Hein, la preuve, on peut avoir effectivement développé d'autres choses à côté, mais se dire qu'il y a toujours plus grave et qu'aujourd'hui, c'est une chance quelque part parce que ça nous donne l'occasion d'aller creuser, de comprendre comment notre corps fonctionne. Parce que finalement, quand on creuse, on se rend compte que beaucoup de personnes n'ont même pas les bases qu'on a appris finalement au collège, toutes sur le cycle hormonal. Donc, en fait, ça nous donne l'occasion, finalement, c'est une chance, ça nous donne l'occasion d'aller voir comment notre corps fonctionne, de comprendre comment nos hormones fonctionnent et ça va nous donner des billes pour la suite. Et surtout, c'est une chance, il faut le voir aussi comme une chance dans le sens où on va aller creuser dans notre alimentation, dans notre mode de vie et de venir faire un travail que d'autres personnes ne feraient pas tant qu'elles ne sont pas malades, en gros. Et donc, c'est de ne pas attendre, c'est en gros, ça nous donne une chance de ne pas attendre d'être plus malade. Donc, c'est de vraiment prendre du recul. Et pour ceux qui accompagnent, c'est plutôt d'être dans l'écoute et d'essayer d'avoir du recul aussi, de ne pas juger parce que les hormones, en fait, peuvent nous faire vriller.
Clairement. On a tendance à parler des hormones quand on est enceinte en disant les femmes sont euphoriques quand elles sont enceintes, elles peuvent avoir des variations d'humeur. Mais en fait, c'est la même chose quand on n'est pas enceinte. On peut avoir des variations dues à, effectivement, c'est des dérèglements hormonaux qui sont dus soit à des pathologies bien distinctes comme le SOPK, l'endométriose ou autre, soit tout simplement par des petites variations classiques qu'une femme peut avoir durant toute sa fertilité. Et ça, on ne peut pas les maîtriser. Voilà. Clairement, on ne peut pas les maîtriser. C'est pas si simple que ça. Donc, c'est vraiment d'être indulgent et de se dire que c'est pas voulu. Voilà. Quand on est à côté, qu'on voit une femme qui est vraiment dans un état comme ça, qui peut être déplaisant pour la personne qui est en face, c'est vraiment pas voulu et qu'on est un peu possédé par ça. N'ayez pas peur, les messieurs qui nous écoutent, on ne va pas vous faire du mal. Non. Nous ne sommes pas possédés en tant que réel. Nos hormones nous possèdent, mais voilà, non, bien sûr. Mais ouais, c'est quand même important de savoir qu'on n'a pas le contrôle sur ça aujourd'hui. Et que des fois, à l'instant T, quand on pète un câble, il faut le dire comme c'est, et c'est parce qu'à l'instant T, on n'y arrive pas, on ne sait pas faire autrement. Et que finalement, c'est intéressant de voir aussi la personne quelques heures après qui redescend et de comprendre que voilà, ce n'est pas la personne qui a été ou qui a réagi d'une certaine façon une heure avant. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est important de le savoir parce qu'on a tendance à en rigoler souvent du cycle des femmes, à dire elle a ses règles, tiens, elle est énervée. En fait, dans les pathologies hormonales, c'est bien plus que ça, quoi. Exactement. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans le corps d'une femme qui a ses règles. C'est parfois très compliqué, même pour nous, à comprendre déjà. Donc, messieurs, ne soyez pas ne vous sentez pas coupable de ne pas comprendre, juste soyez à l'écoute. Et pour les femmes qui, pareil, ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps, ne soyez pas coupable de vous sentir coupable de ce qui se passe et que vous ne compreniez pas. Juste soyez à l'écoute et bienveillante envers vous-même, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. On va arriver sur la fin de l'interview et j'aimerais te poser la question, comment vois-tu l'avenir, du moins ton avenir avec le SOPK, quelles sont tes aspirations un peu ou tes espoirs, tant pour toi-même que pour les autres femmes qui sont diagnostiquées SOPK? Alors, pour nous toutes, ça serait vraiment qu'aujourd'hui, ça éveille les consciences sur notre mode de vie et sur notre façon de vivre. Parce que là, aujourd'hui, c'est le SOPK qui ressort, mais je suis persuadée qu'il y aura bien d'autres pathologies qui ressortiront dans peu d'années. Tout simplement parce que notre mode de vie n'est pas en adéquation avec notre santé, en fait, notre fonctionnement du corps. Donc, c'est vraiment d'éveiller les consciences, que ce soit homme comme femme, en fait, parce qu'on parle des hormones des femmes, mais les hormones des hommes aussi. C'est d'éveiller les consciences parce qu'on est dans toujours plus. Il faut plus, il faut plus, il faut plus. Mais on en oublie qu'en fait, la base d'un fonctionnement du corps, c'est d'être plus ou moins zen, entre guillemets, de vivre aussi beaucoup à l'extérieur. Et de prendre son temps. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans tout l'inverse, de par la situation économique, de par notre situation aussi au travail, pour la plupart, de la pression sociale qu'il y a. Donc, j'espère vraiment je nous souhaite en tout cas que ça éveille les consciences et que ça puisse faire bouger les choses dans le fonctionnement, que ça soit du monde du travail ou dans bien d'autres domaines. Voilà, c'est ça. Et après, pour moi, c'est un peu biaisé puisque j'ai une récidive de tumeur, comme j'avais pu t'en parler aussi. Donc, c'est un peu biaisé parce que aujourd'hui, les tumeurs, elles se localisent ici parce que y a cette sensibilité, même si mon SOPK aujourd'hui est plus ou moins géré, enfin, du moins, il est maîtrisé. J'ai plus beaucoup de symptômes et j'ai réussi à retrouver des cycles de à peu près 35 jours. Donc, c'est plutôt chouette. Par contre, il y a cette sensibilité qui est là et donc les tumeurs, elles se localisent forcément où il y a la sensibilité et la fragilité. Donc, c'est un peu biaisé parce que forcément, ces tumeurs-là viennent un peu altérer du moins la partie terminale de mon corps, enfin de ma chaîne endocrinienne avec les ovaires. Donc, voilà, je me souhaite en tout cas de continuer à bien gérer mes symptômes comme ça l'est aujourd'hui et que ces tumeurs n'entachent pas plus de choses. En tout cas, on te l'espère aussi. Enfin, on te le souhaite aussi, du moins, puisque malgré tout, tout ce qu'on peut vivre en tant que femme et tout ce qui peut arriver à toi et comme à toutes les femmes qui peuvent nous écouter ou qui ont été interviewées, c'est pas juste dans le sens où personne ne devrait avoir à vivre avec un syndrome ou une maladie ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on souhaite à ce que voilà, tout puisse bien se passer et puis surtout, Elisa, que tout se passe bien pour la suite et que
rien ne vienne entraver. En tout cas, ta bonne humeur, ta joie de vivre, ta bienveillance et puis ton travail également, puisque tu as l'air d'être tellement animé par ce que tu fais que ça se ressent. C'est une passion. Ouais, ça se voit, ça se voit. D'ailleurs, est-ce que tu fais des consultations uniquement en physique ou est-ce que tu acceptes aussi des clientes en distanciel? Alors non, c'est distanciel également. D'ailleurs, c'est la majorité aujourd'hui en distanciel parce que j'avais un cabinet sur Bègle, effectivement, qui aujourd'hui a été rendu puisque 90% de ma clientèle, finalement, maintenant, est en distanciel. Même les clientes de Bordeaux finissent par me dire, bah, moi, je veux bien en distanciel aussi. Finalement, ça arrange tout le monde. On est dans un monde du télétravail maintenant. Donc, du coup, c'est les deux. Je reçois encore les gens qui le veulent, mais c'est beaucoup de distanciel. Ok, d'accord. Donc, si jamais certaines de nos internautes t'écoutent, elles peuvent te contacter pour potentiellement avoir un rendez-vous avec toi. Alors oui, mais surtout qu'elles n'hésitent pas parce que au-delà des rendez-vous, j'ai une ligne d'écoute SOPK qui est ouverte, qui est gratuite. Donc ça peut permettre des fois, quand on a juste, comme je disais tout à l'heure, les hormones qui nous font péter des boulons, comme on dit, voilà, ça peut permettre aussi. C'est des petits créneaux de 30 minutes qui sont gratuits, qui sont qu'on peut réserver sur le site de réservation Resalib et qui peuvent soit permettre effectivement de déverser quand ça ne va pas, soit de me poser les interrogations, les doutes sur la pathologie, enfin diverses questions. En tout cas, la ligne d'écoute est là. Elle peut être autant pour connaître la naturopathie et effectivement les consultations si besoin, savoir lesquelles prendre, mais ça peut être là aussi juste pour de l'écoute. Donc, c'est important de ne pas hésiter à l'utiliser, c'est gratuit. Donc, tant qu'il y a des choses gratuites, il faut les utiliser. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller, voilà. Si vous voulez vous déverser, Elisa est là pour vous écouter. J'ai les épaules pour et j'ai les écoutes. Voilà. Et puis, bien sûr, si vous voulez faire plus connaissance avec Elisa, voir son travail également, je vous mettrai tous les liens dans la description de cet épisode que vous pouvez retrouver comme ça facilement Elisa. En tout cas, je vous conseille cette femme puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment rayonnante et à l'écoute et bienveillante. Et moi, je l'ai contactée vraiment, on va dire, un peu par hasard dans le sens où je faisais mes recherches pour Chronique en Rose. Et quand j'ai vu, voilà, naturopathe, SOPK, je me suis dit, c'est vrai que ça peut être un bon plus. Et puis, Elisa a été ouverte, elle a été à l'écoute. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Donc, on a fait un premier rendez-vous et aujourd'hui, vous voyez, elle est là et elle vous a partagé son histoire ainsi que son côté professionnel de naturopathe, ses conseils, son avis. Et comme vous pouvez voir, elle est vraiment présente. C'est gentil. Ok, on va arriver sur la fin de l'interview. Donc, je remercie tout d'abord tous nos internautes de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous remercie, vous, messieurs, qui êtes là et qui écoutez également. Je voulais vous dire aussi que c'est pour vous, tous ces épisodes, donc n'hésitez pas à aller contacter chaque personne interviewée parce que elles sont là également pour vous. Toutes les personnes qui ont été interviewées ont répondu présentes à l'interview, mais ils répondent présentes aussi si vous avez besoin d'aide, d'écoute, de répondre à des questions. Parfois, on se sent un peu seul, un peu incomprise, un peu perdu dans toutes les informations. Et surtout, comme le SOPK, c'est parfois des syndromes ou des maladies qui arrivent et on n'a pas forcément beaucoup de retour dessus, de recul du moins, puisque c'est vraiment… alors, c'est là depuis des années, mais on n'en prend conscience que maintenant. Donc, c'est un peu moins documenté. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment poser vos questions, à échanger, puisque, voilà, comme on a pu dire dans certaines interviews, des personnes qui le vivent d'une façon et d'autres qui le vivent d'une autre. Et parfois, juste en parler, ça fait du bien. Je vais laisser Elisa donner le mot de la fin en lui disant, voilà, tu peux dire ce que tu veux. Si tu veux faire passer un message ou toute autre chose, c'est avec grand plaisir. Oui, écoute, moi, je souhaite du courage et de la force, surtout à celles qui sont tout juste diagnostiquées, parce que je vois de plus en plus de personnes qui arrivent en panique, vraiment, par rapport à des mots difficiles, soit du corps médical qui peut être effectivement dans ce système, alors à qui il ne faut pas jeter la pierre, mais où ça va vite, soit parce qu'il y a eu des informations sur Internet et voilà, je leur donne du courage parce que les mots peuvent être impactants, mais en tout cas, faut garder confiance et arriver à prendre du recul parce qu'il y a des solutions. Voilà, donc on peut faire des choses. Parfait. Je te remercie beaucoup, Elisa. Et je vous dis toutes à demain pour un prochain épisode. Et une belle journée à toutes. Belle journée. Au revoir, Elisa.
Au revoir.